Vous l'avez vécu. Discours d'Emmanuel Macron, l'heure n'est plus au dialogue, on l'a très largement commenté sur notre antenne ces derniers temps, et puis patatras, pendant le week-end, une interview qui est donnée où Emmanuel Macron précise qu'il veut une défaite de la Russie, mais qu'il ne veut pas l'écraser, ce qui pose une question, quelle position doit avoir le camp occidental vis-à-vis de Moscou? D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quelle position vis-à-vis de la Russie, c'est la question. On revient sur la visite de Joe Biden. Est-ce qu'ils ont abordé ce sujet avec Volodymyr Zelensky? Oui Emmanuel, et le président américain Joe Biden a eu des mots durs envers le président russe. Il approuve également la défaite totale de la Russie souhaitée par Volodymyr Zelensky. Écoutez les deux présidents aujourd'hui. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом... But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Alors voilà, ça c'est la position américaine. Au sein de l'OTAN, le front n'est pas forcément aussi uni, ça suscite pas mal de réactions. Oui, réaction aux propos d'Emmanuel Macron dans le journal du dimanche ce week-end. Le président affirme que les plans français n'ont jamais changé. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol, écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. La petite phrase tranche avec le discours d'Emmanuel Macron à Munich, où il avait des mots très forts contre le président Vladimir Poutine et la Russie. Deux discours à 24 heures d'écart et deux points de vue diplomatiques différents, incompréhensibles pour François Hesbourg, qu'on connaît bien ici, président de la Fondation pour la recherche stratégique. Ce matin, il étrille la position d'Emmanuel Macron. Écoutez. Cette séquence dans l'avion avec les trois journalistes a largement défait l'excellente impression qu'Emmanuel Macron avait faite à Munich. Le problème de la guerre, c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps de je gagne, mais je ne veux pas gagner tout à fait, mais je ne veux pas perdre non plus, et je ne veux surtout pas perdre tout à fait. Soit on gagne, soit on perd dans la guerre. Alors, il faut le reconnaître quand même, contrairement au mois de juin, les propos du président semblent un petit peu mieux compris. Oui, notamment par François Hollande, l'ancien président de la République, qui n'était pas du tout d'accord avec la position d'Emmanuel Macron en juin, celle de ne pas humilier la Russie. L'ancien président de la République était l'invité du grand jury LCI RTL Le Figaro. Cette fois, il approuve Emmanuel Macron en posant les limites à l'engagement occidental. De ne pas vouloir écraser la Russie, mais si c'est, je crois, sans doute l'interprétation qu'a Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur le territoire russe, d'aller frapper la Russie en tant que telle. Nous devons, l'Europe, les États-Unis, aider massivement les Ukrainiens, effectivement, à créer un rapport de force, à vaincre la Russie et à s'arrêter là, parce que ce serait finalement l'objectif qui serait atteint. Soutien également d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour qui la guerre en Ukraine ne doit pas se transformer en une guerre de l'Occident contre la Russie. Si nous en faisons une guerre de civilisation Occident contre Russie, elle ne s'arrêtera jamais, il n'y aura jamais de solution. Il faut tout faire pour que Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine, mais il ne faut pas se laisser rentrer dans une confrontation directe avec la Russie. Alors, quelle réaction a suscité ces propos en Ukraine ? Eh bien, la complexité du discours français a du mal à passer côté ukrainien. Visiblement, la petite phrase d'Emmanuel Macron a, semble-t-il, exaspéré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone ce dimanche après cette sortie. Alors officiellement, ils n'ont pas parlé de cette sortie d'Emmanuel Macron. Sa réponse, Zelensky l'a donnée quelques heures plus tard dans une interview au journal italien Corriere della Sera. Ce sera un dialogue inutile. En réalité, Macron perd son temps. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas en mesure de changer l'attitude russe. Et du côté russe ? Eh bien, en Russie, on ne comprend pas non plus l'ambivalence française. Un discours moins sévère vis-à-vis de Moscou, mais des livraisons d'armes françaises qui continuent de s'intensifier à destination des Ukrainiens. La parole d'Emmanuel Macron n'a guère de valeur, répond de manière laconique Maria Zakharova,
la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Et elle continue en faisant une référence historique à Napoléon, l'empereur français qui voulait envahir la Russie. La France n'a pas commencé avec Macron et la dépouille de Napoléon, vénérée en France, repose au centre de Paris. Et dernière question, est-ce que Emmanuel Macron s'adressait aussi à l'opinion française? Oui, car dans un sondage IFOP pour Le Figaro, 54% des Français approuvent les livraisons d'armes à l'Ukraine aujourd'hui. Le soutien reste donc majoritaire, mais c'est tout de même 11 points de moins qu'il y a un an. Merci beaucoup, Quentin. D'abord, Rim Momtaz, parce que vous allez pouvoir décrypter pour nous ce jeu diplomatique, ce jeu sémantique aussi entre, on l'a bien compris, certains jusqu'au boutistes européens qui voudraient aller de l'autre côté de la frontière et puis voilà, peut-être... Qui veut aller de l'autre côté de la frontière? Certains pays d'Europe de l'Est, par exemple, qui sont... Alors, même les très bien, on va commencer par ça. Commençons par ça. En réalité, on va commencer par ça. Donc déjà, à Munich, le discours du président de la République vendredi a été ultra bien reçu, inclus par ces pays qu'il considère va en guerre. On va commencer par ça. Après, quand ils ont lu son interview, plusieurs officiels de ces pays que j'ai croisés dans les couloirs à Munich m'ont demandé, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Parce que eux considèrent qu'ils ne jamais ces pays, enfin ces officiels, je parle bien sûr de gens qui sont aux commandes. Aujourd'hui, je ne parle pas des franges, je ne parle pas de commentateurs sur Twitter ou autre. Je parle des gens qui sont vraiment aux affaires dans ces pays, qui me disent, mais jamais nous on ne dit qu'on veut aller occuper la Russie, bombarder la Russie, faire du changement de régime en Russie. On veut juste faire en sorte qu'on ait des garanties de sécurité, que la Russie ne puisse plus nous menacer et menacer notre souveraineté et notre territoire, comme elle le fait depuis 2008, parce qu'il rappelle ces pays que depuis que Poutine est vraiment retourné aux affaires, eh bien, il a annexé une partie de la Géorgie, il a annexé une partie de l'Ukraine, le conflit a été gelé pendant quelques années, il a recommencé maintenant, donc ça c'est leur point de vue. On va juste... Premièrement. Donc, il y a une incompréhension par rapport à ça. De l'autre côté, il y a des mots qui sont très remarquables dans même l'interview que le président a donnée. Quand il parle de défaite de la Russie, il dit le mot défaite de la Russie en Ukraine. Ça, c'est remarquable et ça a été apprécié par les Européens qui étaient là. La deuxième chose, c'est il dit on va construire une dissuasion par le réarmement. Ça aussi, c'est un message très fort. Et troisièmement, juste sur la réaction de Zelensky, le président ukrainien dit le président Macron se trompe, on ne peut plus dialoguer avec Poutine, on perd son temps. Mais la réalité, c'est que pour la première fois, Emmanuel Macron a dit clairement, il n'est pas revenu sur ça dans son interview, l'heure n'est pas au dialogue. Et ça, c'est un changement réel dans sa position. Alors, on va voir avec Anne Niva, qui est à Moscou, grand reporter qui connaît par cœur à la fois la société russe, la société ukrainienne, qui y a passé beaucoup de temps ces derniers mois et ces dernières années. Bonsoir Anne Niva. On va voir quelles sont les réactions. D'abord, réaction peut-être à Emmanuel Macron, à ce glissement sémantique. Je ne sais pas comment c'est interprété du côté de Moscou. Puis évidemment, on reparlera des réactions à la visite de Joe Biden. D'abord Emmanuel Macron peut-être. Alors, si vous voulez, sur Emmanuel Macron, les observateurs russes sont assez habitués à son en même temps, disons, permanent, même du point de vue de cette guerre en Ukraine. Donc ici, en Russie, il a quand même perdu sa légitimité parce qu'il n'est pas sur la ligne maximaliste polonaise et des pays baltes, bien sûr, mais en même temps, il n'arrive pas à se démarquer. Et on le voit entre la différence de ce qu'il a dit à Munich, effectivement, et ce qu'il a dit ensuite dans cette interview au Figaro. Mais il faut dire une chose, les Russes se souviennent que en 2019, en décembre 2019, c'est Emmanuel... Petit problème de son. On vous retrouve dans un instant, Anniva. Je laisse du coup la parole à Mariana Perebenicio qui trépine d'impatience, bien sûr. Exactement. Alors, premièrement, on peut s'arrêter justement là où ça s'est arrêté, la ligne maximaliste de Pays baltes ou de la Pologne. Qu'est-ce qu'il y a de maximaliste ? Rim a très bien expliqué, déjà, je n'ai pas besoin de le faire, personne ne veut aller en Russie, personne ne veut aller occuper la Russie. Déjà parce que ça coûte en vie.
Les Ukrainiens, ils payent un tribut extrêmement lourd pour libérer leur propre territoire. Ils n'ont pas envie de payer le tribut supplémentaire pour aller, on va dire, libérer les Russes de leur régime. Alors déjà, je rassure tout le monde, personne, mais alors vraiment personne n'a envie d'aller occuper la Russie. La deuxième chose, il ne faut pas écraser la Russie. C'est très difficile de commenter ça parce que ce n'est tout simplement pas clair ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas il ne faut pas humilier, hein, qu'il y a une mais phrase humilier, qu'on lui c'est avait exactement beaucoup, pareil. Qu'est-ce que reproché. cela veut dire n'est pas humilier? Qu'est-ce que cela veut dire n'est pas écraser? Par contre, dans une guerre, il me semble qu'on a déjà dit, dans une guerre, il y a une victoire et il y a une défaite. Il y a une partie qui doit gagner, l'autre partie qui doit perdre. C'est aussi simple que ça. Il faut tout simplement peut-être se réajuster et se mettre d'accord et de commencer à mettre les mots clairs ce que la victoire et la défaite signifient. En ce qui concerne la victoire, c'est très simple, en tous les cas pour l'Ukraine, c'est de retrouver l'intégrité territoriale et la souveraineté de son pays. C'est la totalité, y compris la Crimée, bien sûr. On revient vers vous, Anne-Niva. On a rétabli la connexion. C'est compliqué, les connexions avec Moscou. Eh oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'étais en train de dire sur le fait que les Russes se souviennent que c'est en décembre 2019, à l'Élysée, que Emmanuel Macron, avec Angela Merkel, avait organisé une visite, la seule rencontre entre Zelensky et Vladimir Poutine. Et Poutine, c'était donc à l'Élysée. Et elle avait acté les désaccords déjà politiques entre Zelensky, qui était tout fraîchement élu, et Vladimir Poutine. Et ensuite, Emmanuel Macron souhaitait être présent à Moscou, et ça les Russes s'en souviennent, pour le 9 mai 2020, la grande parade du 9 mai 2020, puisque vous savez qu'ici en Russie, on célèbre la victoire non pas le 8 mai mais le 9, et ça n'a pas eu lieu. Emmanuel Macron n'est pas venu pour le 9 mai 2020 à Moscou. Tout simplement, il n'y a pas eu de parade. On était en plein Covid. Et en fait, les Russes, les observateurs russes, expliquent souvent le changement de relation entre l'Europe et plus particulièrement Emmanuel Macron et la Russie depuis ce moment du Covid. Donc, pour eux, si vous voulez, ce grand écart permanent d'Emmanuel Macron est tout à fait normal. Et plus récemment, j'ai entendu aussi dire que quand Emmanuel Macron avait parlé du fait que peut-être envoyer des chars Leclerc serait escalatoire, eh bien ça a provoqué beaucoup de commentaires en Russie, beaucoup, disons, de ricanements, jusqu'à même dire sur certains canaux Telegram qu'on se demandait si Emmanuel Macron était un adulte, entre guillemets. Voilà, il n'y a plus de confiance du côté russe envers Emmanuel Macron, en tout cas pour le moment. Alors, Anne-Niva, on quitte Emmanuel Macron un instant, mais vous l'avez vécu, vous, de Moscou. Comment cette visite de Joe Biden, qui a occupé l'essentiel de notre émission, a été vécue du côté moscovite et du côté russe en général ? Alors, elle n'a pas occupé l'essentiel des émissions des médias russes de la journée. D'abord, il a été souligné que c'était une visite absolument éclair. Elle a été vite informée, c'est-à-dire les médias d'État russes n'ont pas fait l'impasse sur cette visite. Ils ont même été les tout premiers à apporter des images. Mais ils ont tout de suite souligné le fait que, en fait, le ministre de la Défense américain avait dit qu'il attendait une offensive de la part des Ukrainiens face aux Russes en Ukraine pour justifier l'aide qui vient des États-Unis. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est constamment souligné ici en Russie. C'est en fait, on ironise sur le soutien américain aux Ukrainiens, et même tout à l'heure au journal télévisé de 21h ici en Russie. Évidemment, la visite de Joe Biden n'était pas en premier titre, mais volontairement en troisième ou quatrième titre. Et le titre, c'était qui est le chef en la maison, si vous voulez. Et donc la question, c'était qui est le chef entre finalement Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Donc voilà comment a été présentée cette visite éclair de Joe Biden en Russie aujourd'hui. Et ce qui occupe la plupart des médias d'État aujourd'hui, c'est bien sûr la préparation du discours de Vladimir Poutine qui aura lieu demain à midi heure russe, donc 10h heure française. Merci infiniment, Anne-Niva. Un mot de chacun pour conclure. Oui, juste un mot sur les déclarations du président Macron. Pardonnez-moi de ne pas partager les interrogations que tout le monde.
j'ai probablement un militaire à l'esprit simple, mais moi j'ai compris qu'il fallait empêcher l'armée russe en Ukraine et ne pas aller en Russie. Alors peut-être n'était-il pas nécessaire de le dire, mais pour moi c'est aussi simple que ça. Vincent Hugeux. Alors, en 30 secondes. Pour moi, oui, humilié hier, écrasé aujourd'hui, c'est quand même un peu le retour du refoulé. C'est quand même splendeur et misère d'une pensée complexe. Parce que on ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne, mais pas davantage pour y faire du canotage à la godille. Le problème, c'est qu'on a l'impression avec Macron que chaque clarification brouille le message et que chaque mise au point apporte de la confusion. Et puis un dernier point très rapidement, puisque Maria Zakharova, porte-parole Affaires étrangères, disait que la France n'avait pas commencé avec Macron. La Russie n'a pas commencé avec Poutine et il faut d'ailleurs souhaiter qu'elle lui survivra. Mariana Perbenissio. Alors, puisque j'ai déjà commenté la déclaration de Macron, j'aimerais dire tout simplement 2 mots sur la tribune d'Hubert Védrine, qui nous avertit de ne pas rentrer en guerre avec la Russie, parce que ça durera. Eh bien, et je pense qu'il aurait besoin de se remettre un peu à jour, parce que c'est la Russie qui a déclaré cette guerre à l'Occident, qui est là depuis, il dit ça va durer, depuis donc il faut des années, depuis des décennies, probablement déjà. Et surtout, je ne partage pas le pessimisme du fait que ça durera éternellement. Bien non, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. La Russie, c'est un pays faible, affaibli, qui s'affaiblit tous les jours. Et l'Occident est beaucoup plus fort que la Russie. Je ne vois pas pourquoi ça durerait autant. Pour finir, Rym Omtaz. Non, j'irai pas aussi loin. Je pense qu'une guerre avec la Russie, personne ne la veut. Et d'ailleurs, elle n'est pas d'actualité. Personne ne parle de ça. Il vaut mieux juste se focaliser sur bien définir la victoire des Ukrainiens, faire en sorte qu'elle puisse arriver pour que d'ailleurs toutes les économies du monde arrêtent de souffrir de cette guerre que Poutine a lancée. Merci infiniment à tous les 4 pour ce débat.